Bonjour à toutes et à tous, je suis Michel Lévy-Provençal et je suis ravi de vous accueillir au cœur du réseau BOMA, le réseau global de prospectivistes et d'acteurs du changement. On se retrouve aujourd'hui pour ce second rendez-vous mensuel en partenariat avec le Huffington Post sur les futurs d'eux. Alors pourquoi les futurs, futurs au pluriel et non le futur? Parce qu'on s'intéresse à chaque émission aux différents scénarios possibles de l'avenir. Futur de la démocratie, futur de la finance, de la culture, du travail, de l'alimentation, du tourisme. Bref, on s'interroge, on débat, on construit ensemble et avec des experts de chaque domaine les scénarios possibles de nos vies à venir. Aujourd'hui, nous poursuivons le cycle en interrogeant les futurs possibles de la finance. Quel scénario pour la finance dans le futur? Comment évoluera-t-elle? À quoi ressembleront les monnaies, les banques, les systèmes de régulation, la rente, la bourse, les fonds d'investissement? Parviendrons-nous à rendre la finance responsable, contributrice aux grands défis qui nous font face? Pour esquisser les scénarios du futur de la finance, nous recevons aujourd'hui trois experts, trois personnes, Olivia Grégoire, Pierre Larouturou et Cyril Paglino. Alors, depuis 2009, nous avons vu apparaître sur le marché de nouveaux types de monnaies. L'acronyme Bitcoin résume cette révolution. Derrière le Bitcoin et les crypto-monnaies, c'est toute une industrie qui se transforme. Et c'est ce que nous allons voir avec notre premier invité du jour. Cyril Paglino, bonjour. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Bonjour Michel. Bonjour Cyril. Cyril, vous êtes entrepreneur, créateur de l'incubateur de projet blockchain The Garage et d'un fonds d'investissement en crypto-actifs qui se nomme StarChain Capital. Exactement. Alors, première question, qu'est-ce qu'un fonds d'investissement en crypto-actifs? C'est un petit peu comme un fonds d'investissement venture capital classique, sauf qu'on investit sur une verticale, effectivement métier, qui est celle qui sont les sociétés ou les protocoles liés à la blockchain. Donc, ils utilisent cette technologie pour créer différents services, produits, protocoles, mais toujours sur les blockchains. Et quelle est la particularité de ces crypto-actifs? Quel nouveau concept que vous introduisez en utilisant des crypto-actifs plutôt que des actifs traditionnels? La première grosse différence, elle est amenée par Bitcoin en 2008-2009, il y a maintenant 12 ans. Bitcoin permet le transfert de valeur sur Internet. C'est vraiment ça que ça permet. Avant Bitcoin, depuis 1995 sur Internet, quand on envoie un fichier par email, par Messenger, que ce soit un PDF, de la musique, de la vidéo, on copie toujours ce fichier. Et donc, il était impossible jusqu'à 2009 sur Internet d'envoyer de la valeur A à monsieur B et qu'elle soit ensuite directement soustraite de l'envoyeur. Et donc, on ne pouvait pas envoyer de l'argent, à part via un intermédiaire, PayPal, une banque ou un service financier en ligne. Et aujourd'hui, ce qu'on peut faire avec Bitcoin et du coup toutes ces crypto-monnaies, c'est transférer de la valeur d'un point A à un point B en s'assurant qu'elle n'est plus au point A quand elle arrive au point B. Et donc, dès lors, on ne crée pas ce qu'on appelle à l'époque le double spending problem scientifique qui a été résolu par Bitcoin, et on peut donc créer de la rareté, scarcity sur Internet. C'est ça que Bitcoin, à la base, c'est la grosse innovation de Bitcoin. Et ensuite, tous les crypto-actifs sont différents usages de cette technologie qui permet de créer, de transférer de la valeur. Et donc, ces crypto-actifs, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'entreprises qui, à la fois, se financent grâce à ces crypto-actifs et dans lesquels vous avez investi en crypto-actifs? Ouais, alors sur StarChain Capital, qui est un fonds d'investissement que j'ai créé aux États-Unis il y a 4 ans dans la vallée, investi dans un peu plus de 25 projets, le plus gros étant Coinbase. Coinbase, c'est une boîte centralisée, c'est une Inc. basée aux États-Unis au Delaware, qui a plusieurs millions d'employés, qui vaut maintenant près de 50 milliards et qui va rentrer en IPO là dans les prochains mois. On est rentré évidemment un peu plus tôt que ces valos-là. Et Coinbase, c'était une place de marché d'achat et de vente de crypto-monnaies. C'est un peu le go-to quand on a envie d'acheter du Bitcoin, où vous soyez dans le monde. C'est pas le seul. C'est aujourd'hui le plus gros, ou un des deux plus gros, et c'est le leader américain aujourd'hui. Donc Coinbase, c'est une des sociétés. Il y en a beaucoup d'autres, une boîte française comme Kaiko, par exemple. Kaiko, c'est une boîte de data qui va pouvoir effectivement fournir tout type de data à des grosses entreprises ou des gros gouvernements ou des grosses sociétés qui ont besoin de data sur le marché crypto. C'est un peu le Bloomberg de la crypto, par exemple. Pareil, Kaiko, c'est pas un protocole, c'est une SAS française basée à Paris, avec des data scientists qui vont absorber la data et en faire effectivement des rendus pour les entreprises, pour leur expliquer un peu comment fonctionne ce marché tous les jours. Donc, des projets comme ça, des projets plus protocole. MakerDAO, évidemment, Polkadot, évidemment. Donc, c'est plus des protocoles, ce qu'on appelle Layer 1, un peu technique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, un protocole Layer 1?
Alors, avant de parler de protocole Layer 1, une simple analogie rapide, il y a deux types de crypto-monnaies. D'ailleurs, le mot crypto-monnaie est assez galvaudé. Il n'a pas vraiment de sens. C'est les crypto-monnaies comme Bitcoin et quelques-unes qui représentent à peu près 2 à 3% de toutes les crypto-monnaies aujourd'hui sont vraiment des monnaies. Elles ont pour but principal de transférer de la valeur de A à B. Toutes les autres, ce ne sont pas des monnaies. Il faut imaginer que Ethereum, par exemple, qui est appelé crypto-monnaie, n'est pas du tout une monnaie. Ethereum, c'est un réseau complètement décentralisé. On va pouvoir, moi non, mais les développeurs, par exemple, créer des applications un peu comme un App Store ou un Android Store, par exemple, et créer des applications qui, elles, vont être décentralisées. Donc, c'est exactement comme créer une application sur Apple, sauf que là, ça s'appelle une Decentralized App, une DApp ou une DApp, et elle va être décentralisée. Alors, pourquoi la décentraliser? Pour avoir plein de fonctionnalités en plus qui n'existent pas sur le web d'aujourd'hui. Ça veut dire censorship resistance, donc on ne peut pas l'arrêter, même en Chine ou dans des pays aujourd'hui où il y a des problèmes de censorship resistance. Ça veut dire qu'elle est immuable, donc on ne peut pas tricher, c'est sur une blockchain, c'est sécurisé, elle n'est pas hackable parce qu'elle est décentralisée sur des millions d'ordinateurs, donc personne ne peut l'hacker. Donc ces propriétés sont de plus en plus intéressantes dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. On voit bien que Cambridge Analytica, les hacks quotidiens depuis des années montrent que l'Internet qu'on a aujourd'hui n'est plus vraiment sûr, mais il est de plus en plus controversé. Donc un Internet décentralisé serait un peu le futur de l'Internet, c'est ce qui est en train de se passer depuis 3-4 ans, ce qu'on appelle le Web 3. Et ce Web 3 est basé sur des blockchains et sur des protocoles Layer 1, dont Ethereum, dont Polkadot, dont Friton, dont Tezos et beaucoup d'autres. Donc il y a plein d'initiatives, un petit peu comme on crée en 95, j'ai envie de dire SMTP, HTTP, TCP/IP, donc les protocoles Internet, le protocole d'email, d'échange de contenu sur Internet. Là, on recrée des protocoles mais décentralisés. Et donc ces protocoles, ils ont des tokens ou des jetons qui sont leur currency. Donc, pour utiliser Ether et comme pour utiliser par exemple AWS ou OVH, on va payer des crédits. Là, pour utiliser le réseau Ether, on paye en Ether. Donc, c'est le jeton de ce réseau qui est appelé monnaie, mais c'est pas vraiment une monnaie. On peut l'utiliser. Ça existe depuis des années. Ce sont l'équivalent des miles, par exemple, pour les compagnies aériennes. Exactement. Ça va être des tokens, des points, des jetons de participation au réseau. Exactement. Sauf que ces miles, ces tokens peuvent aussi donner lieu à de la spéculation. Évidemment, c'est un petit peu comme, imaginez qu'on puisse en 95 ou en 97 acheter du Amazon, vous et moi, Michel, comme petit particulier, petit porteur. Si tout le monde croit à Amazon et qu'on sait qu'on va effectivement utiliser ce produit de plus en plus, si c'est accessible à tous avant l'IPO, on en aurait acheté. Et donc, le prix aurait effectivement monté. Donc, effectivement, toute nouvelle bulle technologique, comme en 2000 et en 2001 sur la tech globale, que vous connaissez bien, Michel, toutes ces bulles amènent de la spéculation. Cette bulle crypto, beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'elle est accessible à chacun. Mon petit frère, qui a 25 ans, il peut, s'il veut, aller acheter et spéculer sur une monnaie. Sans savoir, malheureusement, quel est le sous-jacent technique, mais c'est un petit peu un jeu de roulette russe qu'on voit depuis quelques années. D'ailleurs, c'est tout le problème, parce qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies ont très mauvaise presse. On parle beaucoup de spéculation excessive, de casino même, de risque démesuré, de décorrélation entre la réalité de la valeur d'une monnaie ou d'un asset avec le cours qu'elle a. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations quand vous avez des investisseurs qui mettent de l'argent dans votre fonds d'investissement? Bien sûr, effectivement, on va dire les 7 à 8 000 projets décentralisés qu'on pourrait appeler crypto-monnaies aujourd'hui, 95% sont des essais, 5% seront les gagnants de demain, les gros winners et ce qu'on appelle les trillion-dollar protocoles de demain. Ethereum est en passe d'être effectivement un des grands gagnants, il y en a d'autres. Notre but, nous, c'est de les financer au plus tôt, c'est de repérer les équipes, c'est de faire des due diligence techniques et technologiques, voir si elles sont effectivement robustes, solides, sécurisées. On audite le code, on passe beaucoup de temps sur GitHub. Donc, c'est vraiment une course à la technologie et les gagnants sont ceux qui ont réussi à, on va dire, upgrader ces systèmes pour les rendre de plus en plus scalables pour des grandes bases d'utilisateurs, par exemple, et de plus en plus sécurisés. Donc, c'est vraiment une course à l'innovation. Oui, comme ces assets sont accessibles à tous, il y a une spéculation. Mon métier et notre métier sur Starchain Capital, c'est effectivement d'investir avant ces spéculations et de choisir les winners avec du long terme. Donc, sur 5 000 protocoles ou 7 000 protocoles, on a fait 25 investissements. Donc, on les choisit vraiment un par un. Donc, mettons un peu de côté cette folie spéculative. D'ailleurs, on a vu il n'y a pas longtemps, je crois que c'était avant-hier, Tesla qui a investi 1,5 milliard en Bitcoin et qui a fait évoluer le cours du Bitcoin de presque 20%, je crois. Bon, mettons de côté cette dimension spéculative et regardons plus précisément ce que permettent de faire ces crypto-monnaies et quel concept de la finance de demain elles permettraient de dessiner. Et en l'occurrence, une finance qu'on pourrait qualifier de décentralisée. Comment est-ce que ça marche, cette finance décentralisée? Elle est basée sur quoi? On parle beaucoup de smart contracts. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne cette finance décentralisée?
Bien sûr. Juste en amont, pour répondre rapidement à la question sur Tesla, qui est un vrai sujet d'actualité, Tesla, c'est la 10e boîte du Nasdaq qui achète des bitcoins sur sa propre balance sheet, avec le réserve de cash de la société. La première était MicroStrategy, Square de Jack Dorsey a aussi suivi le pas en octobre dernier, et là, Tesla y arrive, étant une des boîtes les plus visibles au monde. Évidemment, ça met un coup de pied dans la fourmilière, et tous les incrédules du bitcoin se disent, OK, si même Tesla, après Square y va, il y a un intérêt à penser au bitcoin comme une réserve de valeur. Et donc, pourquoi le prix fluctue? Parce que 21 millions de bitcoins d'unités existent, elles ne seront jamais dépassées, il n'y aura jamais 21,1 millions. Et donc, on a une supply qui est finie. Avec le Covid en ce moment, on voit bien la façon dont les États, et c'est normal, impriment de l'argent, plusieurs trilliards de stimulus checks depuis maintenant 8 mois. Et donc, ça fait peur à la finance mondiale en se disant, si on imprime de l'argent pour effectivement aider les gens, ce qui est bien, on dévalue le dollar et donc on arrête on montre aux gens, si vous voulez, que le dollar n'est pas un asset backé et vérifié, qu'on peut le créer constamment, le dollar ou l'euro ou l'yen. Attendez, ça veut dire, je vous interromps parce que ça veut dire que par la dimension finie de la masse monétaire du Bitcoin, le Bitcoin est plus crédible et plus rassurant pour certains investisseurs que des monnaies traditionnelles comme le dollar ou l'euro, bien sûr, qui, elles, n'ont pas une masse monétaire finie puisqu'on voit les banques centrales imprimer de la monnaie, particulièrement en temps de crise. C'est ce que vous êtes en train de dire? Exactement. 50% des dollars en circulation dans le monde aujourd'hui ont été créés dans les 18-24 mois, dans les derniers 24 mois. Donc, on voit bien qu'effectivement, il y a du coup une inflation folle. Avec un euro, il y a 5 ans, vous pouviez acheter un objet. Aujourd'hui, votre euro, il vaut 90 centimes d'euros techniquement. Donc, on empiète un peu sur le pouvoir d'achat des gens, aussi en les aidant parce qu'il faut de l'inflation dans une économie stable, c'est normal. Mais Bitcoin répond à ce problème en disant, nous, il n'y aura jamais d'inflation. On est un protocole mathématique et les mathématiques, ça ne ment pas. 2 plus 2, ça fera toujours 4. Même si on essaie de piller dans la caisse, même si on essaye de menacer quelque chose, ça ne marchera pas. Donc les mathématiques, la cryptographie et la blockchain assurent cette immutabilité, cette vraie sécurité au sens propre du terme. Le code ne bougera pas, ne peut pas bouger. Personne ne peut y toucher. Il n'appartient à personne. Il est juste là pour servir les gens qui veulent l'utiliser. Et on voit que depuis 10 ans, il y a de plus en plus de gens qui utilisent Bitcoin, quelques centaines, puis milliers. Maintenant, c'est quelques dizaines de millions de wallets Bitcoin. On voit que PayPal a accepté Bitcoin à ses 230 millions de clients il y a maintenant quelques mois. C'est des grosses annonces, comme ça le Tesla, qui avance un peu sur le sujet et qui montre que Bitcoin va de toute évidence, et ce que je vais dire là, j'en doutais il y a quelques années, parce que j'étais dans le milieu, mais j'étais aussi encore pas forcément convaincu. Aujourd'hui, il n'est plus possible de stopper Bitcoin. Aujourd'hui, d'un point de vue technologique ou légal, il n'est plus possible de stopper Bitcoin. Et c'est une évidence que Bitcoin va continuer à croître. Il n'y en a que 21 millions, on est 6 milliards sur Terre. À un moment donné, l'offre et la demande va continuer d'exploser, ce qui est en train d'arriver en ce moment. Et Bitcoin va évidemment continuer à monter en prix et en utilisation au quotidien dans les prochaines années. Voilà, juste pour Bitcoin et Tesla. Je rebondis sur la DeFi maintenant, donc la Decentralized Finance. La Decentralized Finance, c'est un nouveau secteur dans les crypto-monnaies qui a émergé il y a environ un an, un peu plus un an et demi, et qui est en train de l'idée de dire, OK, ces blockchains sont super, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec elles? Et on se dit qu'effectivement, le système financier, et donc déplacer de l'argent, faire du prêt, du yield, tout ça, c'est faisable sur une blockchain. Et donc, la DeFi, c'est tout plein de protocoles, encore une fois, assez bas niveau, qui ont pour objectif de recréer la finance d'aujourd'hui. Donc, on recrée Wall Street, on recrée les produits financiers, on recrée les taux d'intérêt, les prêts de particulier à particulier, mais tout ça de façon transparente, décentralisée, inhackable, et sans les quelques personnes dans les banques qui ont fait des bêtises depuis quelques dizaines d'années. Donc, c'est vraiment intéressant. Il faut savoir qu'en DeFi, donc en Decentralized Finance, il y a 2 ans, il y avait 1 milliard de dollars de valorisation qui était capté sur ces contrats, donc ces smart contracts qui étaient captés en termes de valeur. Il y a 1 an, c'était 6 milliards. Aujourd'hui, c'est plus de 40 milliards qui est globalisé dans des smart contracts et qui, en gros, c'est vous, Michel, qui allez dire, je pose un Bitcoin, on me rend des dollars, je collatérarise mon Bitcoin comme à la banque, je fais un prêt bancaire si vous voulez, mais sans banque, en 10 minutes, sans avoir besoin de papier, juste avec le fait que vous ayez un Bitcoin, c'est votre clé privée, elle vous appartient. Vous envoyez le Bitcoin, on vous rend de l'argent, vous l'utilisez pour vivre, et quand votre Bitcoin monte, vous remboursez votre crédit. Par exemple, c'est un des usages. Mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Donc, toute la complexité de Wall Street est en train d'être recréée sur des protocoles blockchain, et c'est ça ce qu'on appelle la DeFi, D-E-F-I, Decentralized Finance. Et comment fonctionne un smart contract? Parce que je pense que c'est aussi important de préciser ce fonctionnement pour comprendre à quoi pourrait ressembler la finance de demain et les services basés sur ces crypto-monnaies demain. Ouais. Alors, un smart contract, donc en français contrat intelligent, c'est assez simple.
hein. C'est vraiment un contrat, imaginez un contrat papier qui nous lie, Michel, vous et moi. Un smart contract, il ne sera pas papier, il sera juste sur l'ordinateur avec du code dedans. Et si vous, Michel, remplissez l'action dans le contrat qui définit un trigger, par exemple le paiement de ma facture ou je ne sais quoi, et ben en fait, tout est automatisé. Donc, dès lors où la partie A ou B du contrat a rempli ou pas les tenants aboutissants du contrat, il se passe quelque chose dans la vraie vie directement. L'exemple le plus simple, vous prenez un avion sur un Paris-New York, l'avion est en retard. Aujourd'hui, vous allez au guichet Air France, vous demandez des miles, ça vous prend 2 heures et c'est un petit peu compliqué, on va dire, pour réclamer son paiement son remboursement de retard. Demain, avec un smart contract, vous arrivez à New York, le smart contract est branché avec le tour opérateur, on sait que l'avion Paris-New York a 2 heures de retard. À la seconde où vous descendez de l'avion, vous êtes déjà remboursé automatiquement via un contrat intelligent qui dit, OK, l'avion était en retard, Monsieur Paglino a souscrit à une assurance, vous êtes remboursé. Pareil pour l'assurance, sur plein de sinistres, on imagine un fermier dont le champ de pommes de terre va peut-être brûler parce que l'été il fait très chaud. Il faudrait un expert aujourd'hui, il faudrait qu'un expert de chez AXA ou une assurance vienne, regarde le sinistre et quelques mois après rembourse. Et le pauvre fermier, pendant ce temps-là, il est un peu embêté. Là, effectivement, il y a un thermomètre connecté. On sait avec Météo France que la température dans le Périgord, à ce moment précis, était de 38 degrés. On sait que les pommes de terre, elles brûlent à 38 degrés. Le lendemain, vous êtes remboursé directement via un smart contract. Voilà, c'est ce type d'automatisation-là. Et elle est milliers d'use cases, évidemment. Et ce type d'automatisation, demain, pourrait être implémenté aussi au sein d'objets intelligents. On pourrait imaginer demain que les machines, les objets puissent échanger de la valeur automatiquement. C'est tout un pan de l'économie qui se crée grâce à ces smart contracts et à ces crypto-monnaies. Est-ce que vous avez des exemples Bien sûr. L'idée la plus simple, je pense, pour comprendre ce nouveau paradigme, c'est de se dire que tous les objets connectés aujourd'hui, votre frigo, votre Tesla ou je ne sais quoi, d'autres sûrement dans le futur, vont avoir la capacité d'avoir un wallet intégré et donc de facturer de l'argent et de transmettre de la valeur. Et donc, dès lors, ce ne sera plus les interactions qui vont être entre Michel et Cyril, 2 humains, ou Michel et une banque, mais ça va être un objet versus un autre objet, un humain versus un objet, etc. Donc, on crée une colonne vertébrale financière de transfert de valeur et de règlement de paiement entre tous les objets connectés parce qu'ils ont tous un wallet intégré, sécurisé. Et donc, votre réfrigérateur pourra directement payer Amazon ou Carrefour en recevant ses courses le lendemain. Je schématise un exemple un peu cliché, évidemment. Mais c'est ça l'idée. On permet à des objets de pouvoir facturer et transférer de la valeur. Et du coup, ça marche 24 heures sur 24, il y a un système comptable qui est automatisé. On n'a pas besoin d'attendre le lendemain à 8 heures que la facture passe par le comptable, le service comptable. Là, c'est H24. Donc, c'est vraiment la colonne vertébrale financière du monde connecté de demain. En ajoutant à cela le scénario d'un monde où des robots de trading finalement font fructifier une rente en crypto-monnaie automatiquement, demain, mon réfrigérateur, ma voiture pourrait être plus riche que moi. Il pourrait gagner de l'argent, après il vous appartient, donc c'est votre argent évidemment. Mais si demain, de l'argent que vous avez sur un compte aujourd'hui qui est à 1% à la banque ou sur un code à vie, vous l'avez en crypto-monnaie, vous l'envoyez dans un smart contract sécurisé, 1 mois, 2 mois, 1 an. Quand vous en avez besoin, c'est le vôtre, vous le récupérez. Mais tant que vous ne l'utilisez pas, il va être prêté à d'autres gens dans le monde qui en auront besoin et qui pourront vous payer de l'intérêt pour ça. Donc, ça développe aussi le peer-to-peer lending, donc le prêt de particulier à particulier. Encore une fois, sans besoin d'avoir une banque. Il faut rappeler que 40% des humains sur Terre n'ont pas accès au système financier, n'ont pas de banque. On parle de l'Asie du Sud, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud. Et ces gens-là ne sont pas bancarisés, ils vivent avec du cash ou des téléphones mobiles aujourd'hui. Donc, ces gens-là vont faire une espèce de grand pas en avant dans le monde de la finance de demain et pouvoir enfin être part au système. Il faut savoir que le crédit est la première source d'éloignement de la pauvreté. Aujourd'hui, le crédit permet de faire un crédit sur sa ferme, de mettre ses enfants à l'école, de soigner ses pâturages, etc., etc. Donc, il y a vraiment une notion de crédit. Et aujourd'hui, ces 40% de gens dans le monde n'ont pas accès au crédit. Donc, ne peuvent pas se développer financièrement et prospérer pour leur famille. Donc, c'est aussi un sujet intéressant de ce point de vue-là. Ça intègre de la finance pour tout le monde. Alors bon, il y a énormément de questions, évidemment, que posent ces scénarios-là. Je pense que Guy-Philippe Goldstein a une question pour Cyril. Merci Michel. Bonjour Guy-Philippe. Bonjour. Donc une question, 2 petites questions en fait, j'en profite, rapide. Un, sur le coût énergétique, en particulier en termes d'usage d'électricité qui peut être démentiel sur les Bitcoin Wallets. Pour m'être exprimé rapidement à Vivatech sur le sujet, il y a de ça 2 ans. On avait calculé que 7 et 8 millions de Bitcoin Wallet, c'était l'équivalent de la production d'électricité de la Suisse en tant que telle. Donc, qu'est-ce qui se passe si effectivement il y a 100 millions d'utilisateurs qui finissent par utiliser ces Bitcoin Wallets ou d'autres? Quelles sont les évolutions là-dessus?
Et deuxième question, sur la réglementation, si on passe à un environnement où il y a beaucoup plus de petits porteurs sur un actif qui est essentiellement spéculatif, ça a été dit aujourd'hui, quelles sont les évolutions de la réglementation aux États-Unis, en Europe, qu'on voit sur les protections nécessaires des petits porteurs? Très bien. Merci beaucoup pour vos deux questions. C'est des questions qui reviennent souvent, évidemment. Sur la partie de la consommation énergétique, alors oui, effectivement, le réseau Bitcoin qui fonctionne en Proof of Work, donc POW, consomme effectivement l'énergie parce que pour résoudre chacun des problèmes posés par les blocs de la chaîne Bitcoin, il faut effectivement apporter de l'énergie de la puissance de calcul. Donc oui, votre GPU et CPU va travailler et va effectivement créer de la demande énergétique. Si on compare, juste 2 petites secondes, Bitcoin au réseau financier mondial ou ne serait-ce que français, avec ses milliers de boutiques, ses convoyeurs, ses employés, on est à une empreinte carbone mais dérisoire par rapport au système financier actuel. Ça, c'est déjà juste le premier sujet. C'est effectivement intéressant de le rappeler, mais on est vraiment à des années-lumière de ce que consomment toutes les banques réunies en France, en Europe ou dans le monde, on a daily basis. Vraiment, c'est juste complètement dingue. Ensuite, tous les nouveaux réseaux dont je parlais tout à l'heure, Polkadot, Friton, Tezos et autres, fonctionnent sur un fonctionnement qui n'est pas le proof of work de Bitcoin, mais le proof of stake. Le proof of stake, c'est un peu les versions 2.0 des blockchains. Imaginez un peu la 2G, la 3G, la 4G versus la DSL d'avant. Et ben effectivement, ces réseaux-là consomment évidemment beaucoup moins. Donc, c'était une vraie question pour tout le monde dans le milieu depuis des années. Les chercheurs ont bossé. Et maintenant, sur le proof of stake, on consomme évidemment beaucoup moins d'énergie. Donc, c'est plus des sujets. L'argument de la consommation énergétique, si vous cherchez un peu en ligne, il est répondu par des gens bien plus compétents que moi là-dessus et des ingénieurs qui calculent vraiment les consommations. Mais c'est honnêtement plus du tout un sujet. Et c'était évidemment le sujet un peu facile que généralement les anti-Bitcoin ou anti-crypto, que je peux évidemment comprendre, arboraient en premier lieu en disant « Ah, mais l'énergie ». Oui, mais l'énergie, mais effectivement, si on regarde ce que remplace Bitcoin à 100%, ça consomme à minima 10% d'énergie de ce que fait le système financier mondial actuel. Pour la régulation, c'est encore un autre sujet. Votre question était de savoir comment ça allait évoluer. Ça évolue plutôt bien aux États-Unis. Jake Layton, le patron de la SEC, alors qui est parti il y a un mois, mais qui était le patron de la SEC pendant des années, était plutôt pro-Bitcoin. La nouvelle patronne de la SEC maintenant, et les gens de la SEC sont plutôt aussi positifs là-dessus. En France, on a fait la loi Pacte avec Bruno Le Maire il y a 3 ans maintenant. Dès lors, on commence à réguler les taxes et taxer le Bitcoin. Évidemment, c'est une bonne chose. Il faut que tout actif soit régulé. Alors, le mot spéculatif, il est toujours très péjoratif. Mais je vous rappelle encore une fois que toutes les nouvelles bulles technologiques ou marchés ont été spéculatifs. Si vous regardez la courbe de l'or il y a 150 ans, elle est exactement la même que Bitcoin. Elle fait comme ça, avant de se stabiliser depuis quelques dizaines d'années. Mais tous les nouveaux actifs sont spéculatifs. C'est pas nouveau, ça va continuer à être le cas et c'est pas forcément gênant. Il faut juste effectivement faire attention et pas perdre d'argent quand on sait pas ce qu'on fait sur le sujet. D'où l'éternel conseil de lire et de s'informer avant d'acheter des crypto-monnaies massivement et faire un peu n'importe quoi. Mais encore une fois, des bulles et des spéculations, on en a vu plein. Tesla a fait x10 sur les derniers 12 mois. Je sais pas si c'est aussi complètement logique. Voilà. C'est juste qu'à un moment donné, l'euro et le dollar se dévaluent parce qu'on en imprime plein aussi à cause du Covid. Et donc, les actifs de la vie réelle, eux, ils montent en valeur. Donc, Amazon, Tesla, Facebook et tous les autres doublent, triplent parce que le dollar diminue aussi. C'est aussi ce qui explique ces inflations folles. Je comprends bien les évolutions sont nécessaires. Quand on parle de spéculation, il faut bien voir aussi qu'il y a des spéculations qui détruisent des économies. On en a connu une en 2008 autour de l'immobilier. On en a connu d'autres dans le passé. Et après, ça crée des déchaînements sociaux qui peuvent être très graves. On continue à les vivre aujourd'hui avec l'évolution des populismes d'extrême droite. Donc, c'est très important de faire attention. À partir du moment où on a un produit qui est initialement entre les mains, effectivement, d'investisseurs spécialisés, si on veut essayer d'en faire quelque chose qui est un usage plus large, en particulier de petits porteurs, de particuliers qui peuvent mettre en danger leur économie. Et je repose la question qui est celle de la protection des Bitcoin wallets qui peuvent être perdus aujourd'hui si on perd tel ou tel morceau de code. Quelles sont les évolutions à ce niveau-là? Et est-ce qu'il y a une réflexion de réglementation ou aux États-Unis ou en Europe pour que, à minima, la valeur qui est protégée dans les Bitcoins soit vraiment préservée de la même façon qu'elle est préservée aujourd'hui dans des environnements qui sont très réglementés, qui sont des environnements bancaires, ou même lorsque on perd, les banques font des bêtises et il y a une partie des baux qui sont perdus, ces dépôts sont garantis pour les particuliers. Donc la question, c'est quelle est l'évolution de la réglementation pour protéger les petits particuliers si on veut effectivement essayer de démocratiser ce type de système? Bien sûr. Je vous répondais là sur 2008. Vous parlez de la crise financière de 2008. Bitcoin a été créé exactement en 2008 et il est lancé par des gens qu'on appelle des cyberpunks, des cypherpunks en anglais, qui sont des gens qui sont anti-Wall Street. Les problèmes qu'on a depuis des décennies sur la finance mondiale et les crises économiques qu'elles vont ensuite propager, ça se réduit à quelques milliers de personnes qui sont la finance d'aujourd'hui et qui sont Wall Street, et que Bitcoin et les cypherpunks qui développent les protocoles dont je parle depuis tout à l'heure,
sont complètement opposés en termes d'image et de principe. Bitcoin a été créé en réponse à ce système. Si vous lisez le white paper de Bitcoin qui fait juste 9 pages, je vous y encourage si ce n'est pas déjà fait, Peer-to-Peer Cash Electronic Cash System, on est vraiment en train d'expliquer comment, depuis maintenant des décennies, on a donné de l'argent et du pouvoir à des gens qui font des bêtises, parce que l'humain, par définition, quand il a du pouvoir, il fait des bêtises. Ça, c'est juste un fait, malheureusement, plutôt génétique. Il y a toujours des bons et des mauvais, et quand les mauvais sont au pouvoir, ils font des bêtises. Sur la blockchain et les cryptoactifs, encore une fois, tout ça n'est pas possible, je vous le répète, mais tous ces protocoles sont transparents, open source, mathématiques, vérifiables et immuables, donc on ne peut pas tricher. Donc oui, effectivement, il y aura des sujets. Vous parlez de la perte de clés, c'est évidemment un sujet, ça arrive de moins en moins, pour être transparent. Les pertes de clés, c'était plutôt 2011, 12, 13, 14. Les 5 dernières années, plus personne n'a perdu sa clé, globalement, et puis ce sera de moins en moins le cas. Moi, maintenant, je préfère être responsable de ma clé et de mon argent plutôt que de payer des fees complètement colossaux à HSBC ou une banque qui a des centaines de bureaux, qui sont jamais disponibles, qui ne répondent pas, qui me prennent des agios. Enfin, je passe juste le nombre de soucis du système bancaire actuel, mais c'est évident que ce système ne va pas forcément mourir, mais va devoir évoluer vers quelque chose de plus transparent. Et je ne pense pas que les banques soient le grand ami du peuple depuis maintenant 50 ans. C'est aussi pour une raison, je pense, qui est évidente à tous. Voilà. D'ailleurs, je profite de cette ouverture sur ce que pourrait être demain la finance. Peut-être que les banques ne sont pas le meilleur ami du peuple. Peut-être que Bitcoin pourrait l'être. En tout cas, au regard de ce que vous venez de nous décrire, à votre avis, si on se projette en 2025, 2026, comment est-ce que vous décririez le paysage financier mondial ? Quelle est votre vision de la finance à l'horizon de 5 ans ? Les prédictions, c'est toujours très compliqué. Honnêtement, les prédictions, c'est toujours un exercice compliqué. Sur le sujet Bitcoin et les cryptos, évidemment, aujourd'hui, le marché fait un peu plus d'1 trilliard. Il va évidemment dépasser les 5 à 10 trilliards dans les 5 ans pour moi, et c'est un pari évident, sinon je ne bosserais pas sur ce métier depuis des années. Ça, c'est quelque chose d'évident. La valeur de Bitcoin, à mon sens, va continuer de monter avec de hauts et des bas comme elle le fait constamment. J'ai écrit une lettre à mes investisseurs il y a maintenant 8 mois, en milieu d'année 2020, où j'expliquais les 12 prochains mois. Je suis assez convaincu que ce qui se passe en ce moment était logique et prévisible. On parlait d'une grosse hausse à Q4, on parlait d'arrivées comme PayPal, Apple ou Tesla dans le monde du Bitcoin. On parlait du Covid et du stimulus chèque qui faisait des problèmes sur Voilà. Tout ça était déjà assez facile à voir. Je pense qu'on va aller dans les 12 à 18 mois sur des prédictions de Bitcoin à au moins x5 à aujourd'hui. Un Bitcoin entre 200 à 250 000 $, c'est complètement faisable d'ici 8 à 10 mois, à mon sens. Je peux évidemment me tromper, on en reparlera. Mais il s'avère que sur ce sujet, depuis quelques années, je ne me suis pas beaucoup trompé, donc tant mieux. Après, c'est toujours facile, et je comprends bien l'idée de gens réfractaires en parlant de régulation, de sécurité, d'environnement. Oui, évidemment. Mais il y avait toute une ribambée de gens qui, en 2000, disaient qu'Internet ne marchera jamais. Les couvertures à l'époque du Monde et du Figaro en 95, c'est Internet, n'y allez pas, c'est dangereux. Vraiment, pareil pour le New York Times, je peux vous la retrouver. Elles sont sur Google. Donc, il y a toujours une caste de gens brillants, sans aucun doute, qui vont dire YouTube ne marchera jamais, la vidéo sur Internet, ça ne marchera jamais. Et il s'avère que 20 ans plus tard, les 5 plus grosses market cap de l'économie américaine, même mondiale, sont des boîtes tech, et que Internet est présent dans nos vies tous les jours. D'ailleurs, on se parle aujourd'hui grâce à Internet. Il y a 20 ans, c'était pas si évident. Aujourd'hui, ça l'est. Ces systèmes sont en train d'avancer, et ces systèmes, notamment Bitcoin, fonctionnent exactement comme WhatsApp ou Facebook en termes de croissance. C'est des effets de réseau. C'est des effets de réseau, des network effects. Plus il y a d'utilisateurs dans le réseau, plus le réseau prend de la valeur. Facebook, si je suis tout seul dessus, ça n'a pas d'intérêt. Si on est 5 milliards ou 3 milliards, c'est un peu plus utile dans la mesure où effectivement la privacy est respectée, ça c'est un autre débat, mais en tout cas le service est utile. Zoom, si je suis seul à l'avoir, ça ne marche pas. Là, on est effectivement Guy, Pierre, Stéphane, Nawal, tout le monde ensemble, ça marche. C'est ça l'idée. Bitcoin, c'est pareil. Aujourd'hui, on a passé un point d'inflexion, on ne peut pas revenir en arrière. Il y a des dizaines de millions de gens qui travaillent, qui ont des wallets, des milliers d'ingénieurs qui sont parmi les plus brillants au monde, qui développent et codent ces protocoles et qui les font évoluer. Donc c'est évidemment c'est une évidence qu'on verra effectivement de la 1G, 2G, 3G, 4G en termes de croissance sur les réseaux décentralisés, et tout ça va arriver dans les prochains mois et années, donc c'est assez excitant. Je vous encourage à regarder d'un plus près le sujet, voilà, tout simplement. Merci Cyril, on retiendra la prédiction de 250 000 $ à l'horizon d'un an, c'est ça, hein, à la fin de l'année, donc moins d'un an. Bon, écoutez, tant Michel, mieux. Qu'est-ce que vous m'offrez une bouteille si j'ai raison? Écoutez, oui, il suffira de mettre quelques centimes de Bitcoin dessus pour voir et puis financer cette fameuse bouteille. Non, évidemment, en tout cas, j'engage tous ceux qui écouteront la prédiction de Cyril à faire l'équivalent. Merci Cyril, merci beaucoup. Restez avec nous. À tous. Bien sûr. Restez avec nous parce que vous aurez peut-être l'occasion de poser des questions à nos prochains invités.
Alors, la finance de demain sera-t-elle automatisée? La finance de demain sera-t-elle décentralisée, exclusivement digitalisée, bâtie sur de nouveaux types d'actifs, comme on vient de le voir avec Cyril Pagnino? Est-ce qu'elle sera de plus en plus au service de la spéculation et de la rente, ou au contraire? Est-ce qu'on peut imaginer que la finance soit concentrée plutôt sur les défis de demain et d'aujourd'hui d'ailleurs, la santé, l'éducation, le climat? Autrement dit, peut-on croire à une finance responsable? Alors pour développer ce scénario, nous recevons la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable, Olivia Grégoire. Bonjour Madame la Ministre, est-ce que vous êtes là? Bonjour Michel Lévy-Provençal, c'est un plaisir doublé d'un honneur d'être parmi vous dans cet échange. Je suis absolument ravi d'être là. Merci de prendre le temps. Alors, vous connaissez l'économie sociale et solidaire, l'ESS. Pourquoi avoir ajouté un R pour responsable à l'intitulé de votre secrétariat d'État? Alors déjà, merci de l'avoir souligné. Je ne vous cache pas que c'est une gageure, mais gageure qu'on partage tous en matière d'innovation. Notamment, j'écoute souvent Cyril sur les cryptos, par exemple, ou sur les bitcoins. C'est jamais évident de poser des nouveautés, de poser un périmètre. Et je ne vous cache pas que mon quotidien est jalonné de coups de fil pour rappeler que ce secrétariat d'État à Bercy est certes celui de l'économie sociale et solidaire, mais aussi de l'économie responsable. Donc, merci de cette question. Ce R, il est tout sauf cosmétique, sauf superficiel. Ce R, je l'ai voulu, pour tout vous dire. On se fait quelques confidences. Je l'ai demandé, j'ai insisté, j'ai échangé longuement, pour tout vous dire aussi, entre autres avec le président de la République, avec Bruno Le Maire aussi. Ce R, il élargit considérablement le spectre de l'économie sociale solidaire. Ce R, c'est le R de l'économie responsable. C'est le R aussi de la remise en question d'un modèle capitaliste qui a ses talents, qui a ses forces. On oublie parfois de le rappeler, mais moi, j'aime pas trop les positions excessives. Ce R, c'est le R d'un capitalisme qui recherche de nouvelles voies, qui est en plein renouveau. C'est un R aussi qui signifie l'ambition que j'essaye de porter et surtout de mettre en œuvre d'un rapprochement entre des acteurs de l'économie sociale qui, historiquement, ont eu des valeurs et des méthodes qui, aujourd'hui, sont en train de diffuser, d'instiller leur influence dans l'ensemble de l'économie. Et donc, c'est aussi le R du rapprochement entre une économie sociale qui est ancienne dans notre pays et qui a une grande tradition, et l'économie tout court, l'économie qu'on connaît, conventionnelle, traditionnelle. L'idée, c'est vraiment, Michel Lévy-Provençal, de faire percoler quelque part l'économie sociale et solidaire dans le responsable. On se connaît un peu, ça ne fait pas très longtemps que je suis ministre, ni très longtemps en réalité que je suis élu. J'étais avant une modeste entrepreneur et j'avais la chance d'accompagner des acteurs, notamment dans le champ de l'innovation. Je me rappelle d'ailleurs, il y a quelques années, que la Chief Digital Officer de Accor, Maud Bailly, avait fait du bruit il y a 2 ans, en parlant d'elle comme un sachet de thé qui infusait son flavor, qui infusait ses valeurs au sein de l'entreprise. Alors, je vais m'inspirer de cette expression de Maud Bailly, et aujourd'hui, je crois que l'économie sociale solidaire, elle infuse ses valeurs dans le reste de l'économie. Il y a du sens, il y a une cohérence dans ce que j'essaye de porter. J'ai porté pendant 3 ans des sujets économiques au Parlement. J'ai eu la chance de faire une loi qui s'appelait la loi Pacte, qui est une loi importante, qui a permis notamment de créer tout un nouveau champ pour la gouvernance des entreprises, avec la raison d'être, avec les sociétés à mission, mais qui a permis aussi, on n'en parle pas assez, donc je voulais le ressouligner, au sein de cette loi Pacte, dans le chapitre 2, de transformer l'orientation de l'épargne, de notre épargne, à nous, citoyens français, au service d'unités de compte, comme on dit, plus vertes, plus solidaires, et d'unités de compte qui ont de l'impact. Alors, en un mot, après avoir fait le pacte, pendant 2 ans et demi, 3 ans au Parlement, aujourd'hui, je suis celle qui essaye de porter
l'impact et de le déployer aussi bien dans la finance avec l'impact investing, avec la finance à impact, que beaucoup plus largement au sein de notre économie. L'économie à impact. En un mot, comment est-ce qu'on fait levier sur des valeurs, des pratiques de l'économie sociale pour qu'il l'impact est dans l'ADN, pour faire en sorte que l'ensemble de l'économie puisse en saisir et puisse le développer. C'est, je crois, le sens de l'histoire et c'est vraiment le sens de ce R accolé au secrétariat d'État. Alors, on parle d'économie sociale, solidaire et responsable. Est-ce que de la même manière, vous pensez que l'économie sociale, solidaire et responsable peut infuser dans le monde de la finance pour que la finance soit responsable? Et qu'est-ce que voudrait dire, dans ces cas-là, une finance plus responsable? Alors, pour être très précise, je pense que la finance, elle peut, elle doit, elle est en train, elle est en voie de devenir véritablement responsable. La loi Pacte, je vous le disais, a été d'abord un précieux outil, une sorte de boîte à outils qui permet en réalité de répondre à une forte demande des épargnants, demande des concitoyens, d'investir vers des produits financiers qui ont un impact écologique, social, solidaire, bref, qui ont un impact positif sur notre société, en exigeant, et je le rappelle, ça n'est pas rien, des assureurs vie, que leur contrat propose désormais, au sein de chaque contrat, au moins une unité de compte verte, ou socialement responsable, ou solidaire. Je crois que c'est aussi le rôle de la loi de créer des environnements. C'est même, je crois, le principal rôle de la loi. Et depuis janvier 2020, vous, Michel Lévy-Provençal, mais tous autour de cette salle, tous ceux qui nous écoutent, qui interviennent, tous ceux qui m'accompagnent au cabinet, qui vivent dans mon immeuble, tout le monde a aujourd'hui une unité de compte qui vient servir un impact positif et ce seront 3 unités de compte dès le 1er janvier 2022. C'est inscrit dans la loi Pacte, qui seront orientés vers un impact écologique, social, solidaire. Alors, qu'est-ce que ça a comme effet direct et qu'est-ce que ça crée comme impact sur la finance et sa responsabilisation? D'abord, ça fait vraiment bouger les lignes. On n'en entend pas beaucoup parler, mais je sais que vous y accordez de l'importance. Le montant des encours labellisés Greenfin, donc des encours verts, pour parler simplement, a été tout simplement multiplié par 2 entre 2018 et 2019. Nous sommes passés de 5 à 25 milliards d'euros. Et pour ce qui est des actifs de finance solidaire, ça a été multiplié par 3. Pour ce qui est des actifs d'investissement socialement responsable, connus sous le label ISR, ça a été multiplié par 5. Donc ça, c'est important parce que ça démontre, s'il le fallait, que ça n'est pas une mode, que c'est encore moins une volonté personnelle, même si c'en est une, d'une jeune secrétaire d'État, mais que c'est vraiment un mouvement de fond et que c'est un mouvement de fond qui est en train de se déployer auprès des épargnants. Je le résume souvent assez simplement. Pendant des années, il fallait opérer un choix. Soit vous investissiez dans du durable, par exemple dans des actifs de finance solidaire, mais alors vous décidiez de dire au revoir à votre rentabilité puisque la durabilité des actifs de finance solidaire n'était pas corrélée avec de la rentabilité. Soit vous décidiez, pendant des années ça a été le cas, d'investir rentable, mais ça pouvait aller financer des activités qui n'étaient pas durables et pas responsables en réalité. Aujourd'hui, je crois que la révolution à laquelle on assiste, et je suis pas la seule à l'observer, c'est que ce choix entre le rentable et le durable, nous allons avoir de moins en moins besoin de l'opérer et de plus en plus, on va pouvoir investir rentable et durable. Il se passe des choses très importantes en Europe au service de la responsabilisation de la finance et qui partent aussi de ce constat. Et encore une fois, c'est un constat, au même titre que dans vos univers à tous en tant qu'entrepreneurs, le constat des consommateurs et le souhait du consommateur est un item absolument stratégique. En finance, le choix et le désir des épargnants est à ce même titre un actif absolument stratégique. Donc déjà, nous avons l'ensemble de l'écosystème financier, bancaire, de gestionnaires d'actifs, de gestionnaires de fonds alternatifs qui est en train de s'intéresser et de s'aligner sur cette finance à impact parce que c'est aussi une demande qui leur est faite très concrètement
par leurs épargnants. L'Europe et la France en Europe vont encourager très fortement cette responsabilisation de la finance et ce développement de la finance à impact. Comment ? Une première action extrêmement forte va être prise dans les prochains mois, je peux même vous dire normalement dès le mois prochain, ça va être la révision de la directive NFRD, Non-Financial Reporting Directive. Cette révision de la directive, qui paraît assez technique, n'est en réalité pas si technique que ça. Il ne s'agit rien de moins que de mettre aujourd'hui au bilan, dans les années qui viennent, au bilan des entreprises, au-delà du bilan comptable que nous connaissons, que vous connaissez aussi bien que moi, qui met en perspective le profit, la profitabilité de l'entreprise, sa lucrativité. Nous allons avoir dans les années qui viennent la même dimension de bilan extra-comptable qui va permettre de donner à voir, de rendre transparent les impacts en matière environnementale, sociale, de gouvernance, qu'on appelle l'ESG. Et ça va devenir, au même titre qu'un bilan comptable, un bilan extra-comptable, extra-financier, qui sera regardé avec autant d'importance par les investisseurs, mais aussi par les actionnaires, par l'ensemble des parties prenantes, et qui fera partie des lignes stratégiques en matière d'investissement. Je vous raconte pas une histoire qui se passera peut-être en 2030 ici, Michel Lévy-Provençal. Je vous parle d'une histoire qu'on écrit à partir du mois prochain et dont on fera, je vous le dis entre nous, vraiment, je pense, un axe prioritaire de la présidence française de l'Union européenne, parce qu'en un mot, la responsabilisation de notre capitalisme qui passe par la responsabilisation de notre finance passe par un changement de ligne de fond, par une tectonique des plaques qui est cette nouvelle comptabilité extra-financière que nous allons mettre en place dans les années qui viennent. Pour terminer, la finance durable, la finance responsable et durable, que j'appelle de mes voeux, et je crois qu'on est nombreux, est un outil plus que crucial, c'est un outil sine qua non pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Alors, il y a ce qu'on fait à l'Europe. Je vous ai parlé de la Non-Financial Reporting Directive. Ça commence le mois prochain. Et pour ceux qui ont la gentillesse de me suivre, stay tuned, parce qu'on va en parler et la France sera active dans ces débats. Mais c'est aussi une tendance de fond, cette tectonique des plaques en faveur d'une finance plus durable au plan mondial. J'ai le plaisir de travailler aussi, par exemple, sur ce qu'on appelle TCFD, qui est le Climate Disclosure. J'étais à l'Élysée avec le président de la République en décembre dernier lors de l'anniversaire des accords de Paris. Vous vous souvenez, le président avait dès 2017 engagé la finance mondiale à s'engager en faveur de prise de position forte pour l'environnement. Sachez que cette coalition, elle avance. Je vous donne un chiffre. C'est vrai que ces chiffres sont étourdissants, mais c'est aussi l'ampleur de l'action que nous menons. Il y avait six pays, 6 fonds souverains notamment, qui étaient à nos côtés il y a 2-3 ans pour un montant de 3 000 milliards de dollars pour s'aligner en matière de pratiques en faveur du climat et de la transition écologique. Le 5 décembre dernier, aux côtés du président de la République, nous avions 30 000 milliards de dollars et 31 pays du monde, dont des fonds souverains extrêmement importants, qui se sont engagés très concrètement, ça s'appelle TCFD, en faveur de cette transition écologique. Donc, je crois que la finance est en train de se responsabiliser. Je crois que les États y contribuent, impulsent, et je pense vraiment que ça n'est que le début d'un changement qui est vraiment un changement structurel au niveau de la finance. Avant de passer la parole à Guy-Philippe Goldstein de notre club, parce que je sais qu'il a une question, je voudrais vous poser une question d'actualité. On connaît l'immensité de la dette Covid. À votre avis, d'ailleurs c'était une question qui nous était remontée par un des membres de la communauté Huffington Post avec qui nous sommes en partenariat. À votre avis, Madame la Ministre, est-ce qu'il est responsable de ne pas annuler les dettes Covid ? C'est pas pour faire un jeu de mots, mais moi j'aimerais bien la poser autrement, la question. Est-ce qu'il est responsable d'envisager, ou en tout cas pour certains de faire croire, pour des raisons qui sont à peine cachées et qui sont aussi parfois des raisons politiques, de croire qu'on peut d'un coup de trait effacer, annuler une dette? C'est un sujet qui est en passe de devenir un sujet politique, pour pas dire parfois politicien.
Et moi, je fais souvent un parallèle. Alors, j'entends qu'on peut faire l'inverse et qu'on peut penser l'inverse, mais je pense qu'il en va d'abord de la crédibilité de la signature européenne. On a beaucoup entendu ces derniers jours Christine Lagarde, qui est quand même bien plus calée que moi sur ces sujets. Je pense qu'au-delà du problème de l'égalité, accessoirement, c'est un des fondements stratégiques du traité de Maastricht que nous remettrions en question. Tout est possible, mais il faut quand même avoir conscience de ça. C'est le fondement de l'Union monétaire européenne qui serait remise en question. Moi, ce qui m'interroge, et je fais souvent un parallèle que je vais me permettre de vous soumettre, c'est est-ce que ça serait véritablement utile à moyen et long terme? Prenons un exemple. Je me permets de poser la question et je ne suis pas perclus de certitude. J'ai quelques convictions, mais je ne suis pas perclus de certitude. Mais en revanche, imaginez, et c'est pas moi, c'est la chief économiste du Trésor ici, à la direction générale du Trésor, qui fait souvent ce parallèle. Imaginez que vous achetiez un appartement pour 1 million d'euros et que vous engagiez à rembourser cet investissement. Vous faites un prêt avec votre banque et un jour, votre banque vous appelle en vous disant qu'il n'y a plus à rembourser le prêt. Très prosaïquement, qu'est-ce qu'il se passe? D'abord, vous êtes en droit de vous demander si votre actif vaut toujours 1 million d'euros ou pas. Et dans la mesure où vous n'êtes plus obligé de le rembourser, la question qui peut se poser, c'est quelle perception ça donne de votre actif? Est-ce que quelque part, vous ne le dévaluez pas? C'est un peu le même problème avec la dette. C'est-à-dire que si on décidait d'annuler cette dette, ça donnerait un signal de marché extrêmement puissant au plan mondial, qui serait qu'en fait, l'Europe aurait décidé de faire marcher la planche à billets. Et je suis quasiment certaine que ça aurait une conséquence assez directe, c'est une dévaluation puissante et forte de notre monnaie européenne sur le marché international. J'entends que d'autres défendent d'autres thèses. Moi, mon point de vue aujourd'hui, c'est qu'être responsable, ça n'est pas faire croire qu'on peut annuler d'un coup de crayon la dette. Une question pour Guy-Philippe Goldstein, membre du club. Oui, bonjour Madame la Ministre. Merci d'avoir mis le sujet sur Non-Financial Reporting Directive, qui est effectivement un point clé pour le développement de cette finance responsable, d'avoir l'information. Alors, une question sur le scope de ça. Vous avez parlé des éléments ESG. On est chez BOMA, je suis moi-même dans les cybersécurités. Est-ce qu'il va y avoir une réflexion également sur, évidemment, la gestion de la donnée, mais aussi des points tels que l'explicabilité des systèmes d'intelligence artificielle utilisés et la cybersécurité, qui sont des éléments émergents de bonne gestion, bonne gouvernance de la donnée, qui devraient faire partie, et qui d'ailleurs souvent font partie, qui font de plus en plus partie des éléments ESG. Merci de la question. C'est une question qu'on me pose assez rarement, donc je vais vous répondre avec ma perception et mon intuition. Déjà, j'ai eu une conviction, c'est que pour NFRD, en Europe, et c'est d'ailleurs au cœur de la directive pour laquelle je me bats en matière d'influence. Je parlais encore avec le ministre des Finances portugais ce matin dans le cadre de la présidence pour lui redire l'importance que la France accordait à cette vision. D'abord, le volet, si je puis me permettre, technologique de NFRD n'est pas pris à la légère. Vous avez raison, Guy-Philippe Goldstein, c'est un sujet de publication et de mise à disposition de données. Première chose, les données d'intérêt général que sont les données ESG ont, je pense au nom de la France et de l'Europe, vocation à être gratuites, non payantes pour des données d'intérêt général et donc publiées en open source, en open data, objectif réutilisation et objectif que ces données ne soient pas payantes. C'est un point que je voulais pointer. Deuxièmement, oui, il y a une réflexion sur aujourd'hui la sécurisation de ces données, la sécurisation aussi des systèmes d'IA. En revanche, ça serait vous mentir que de vous dire que la réflexion est mûre, elle ne l'est pas. Et donc, je suis preneuse accessoirement de vos insights et de vos idées sur le sujet. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on avance vers une directive qui va poser un cadre, et après, on a un an et demi pour parler ensemble du déploiement de ce cadre, et ça n'est qu'à partir du moment où on arrive, sans être trop technique, en trilogue, je l'espère, en présidence française, qu'on va rentrer, Guy-Philippe, dans les actes délégués, que sont l'équivalent des décrets d'application. C'est dans ce volet qu'on appelle de niveau 2 à l'Europe que le sujet sera abordé. Donc, on a un peu de temps pour en parler, même si je sais que c'est intégré à la réflexion de la directive, mais en termes d'application et de mise en œuvre, il faut qu'on y bosse cette année, d'ailleurs avec
des gens comme vous. La France, j'en parle souvent avec Cédrico, a de sérieux atouts en matière de cybersécurité. C'est, je crois, un des axes majeurs des prochaines années. Il faut qu'on travaille ensemble. Ce sera au cœur des actes délégués. Ces actes délégués, nous les travaillerons à compter du troisième trimestre 2022 et surtout à compter de 2023. On a un tout petit peu de temps, à nous de savoir bien l'utiliser. Merci Madame la ministre. Merci pour votre temps. Je sais que vous devez filer. J'espère que ça n'est qu'une première et sachez que je suis à dispo. Je veux aussi saluer celles et ceux, il y en a quelques-uns que j'ai eu le plaisir de croiser dans ma vie d'avant et vous dire qu'au 139 rue de Bercy, indépendamment de l'économie sociale solidaire, mais vraiment sur ces sujets de responsabilisation de l'économie, au 5e étage, venez me voir. Je suis là pour vous et je suis là aussi notamment sur la question de Guy-Philippe Goldstein pour être éclairé aussi et encore, voire toujours, par les entrepreneurs de France. Donc la porte est ouverte et j'aurai grand plaisir à vous accueillir ici. Je fais beaucoup d'économie sociale, mais j'ai un tropisme tech et finance qui fait que j'aimerais beaucoup qu'on puisse échanger ensemble. 139 rue de Bercy, 5e étage, je suis facile à trouver. Et je crois même que Michel Lévy-Provençal a mes coordonnées. Merci Madame la Ministre, le message est passé. On vous laisse à votre prochain rendez-vous. Merci encore, à très bientôt. Alors, je me tourne vers Pierre Larouturou. Nous allons évoquer cette idée que la finance peut servir aussi les grandes causes, résoudre les problématiques du climat, les problématiques de la santé, les problématiques peut-être aussi demain de l'éducation. Cette idée qui fait son chemin depuis quelque temps déjà d'une taxation des transactions financières. Alors bonjour monsieur le député, vous êtes député européen Nouvelle-Donne. Est-ce que vous êtes là, monsieur le député? On vous voit pas. Oui, bonjour, pardon, je quitte à l'instant une autre réunion. Bonjour Michel. Bonjour Michel, bonjour à tous. Vous êtes député européen Nouvelle-Donne, membre du groupe, vous me corrigez si je me trompe, de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen, rapporteur général du budget au Parlement, et vous vous battez depuis des années pour l'instauration d'une taxe sur les transactions financières. Vous avez même fait une grève de la faim cet hiver pour mobiliser autour de ce projet. Est-ce que tout va bien déjà ? Première question. Tout va bien. J'ai récupéré. J'avais perdu 11 kilos, mais vous inquiétez pas, je suis un bon Béarnais et j'ai presque tout récupéré. Aucun souci. Très bien. Je suis très heureux d'avoir mené ce combat. Je pense que c'est un combat fondamental et qu'on est des millions. J'étais le seul à faire grève de la faim, mais je crois qu'on est des millions à vouloir plus de justice fiscale et mettre plus d'argent sur le climat, sur les hôpitaux, sur l'emploi. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi servirait cette taxe et comment est-ce que nous pouvons la mettre en œuvre, cette taxe ? Avant d'expliquer comment on peut dégager des nouvelles ressources pour lutter contre le dérèglement climatique, pour donner de l'argent aux hôpitaux sans taxer monsieur et madame tout le monde, je voudrais peut-être rester une minute sur l'état des lieux de la planète finance. On n'en parle pas beaucoup parce que le virus aujourd'hui occupe tout l'espace médiatique et c'est normal, c'est l'urgence, sauver des vies, sauver des emplois, mais il est très probable qu'on va avoir une nouvelle crise financière. Il y a 1 an et demi, avant que le virus ne débarque, une enquête auprès de 400 économistes américains disait que la plupart pensaient qu'il y avait une grosse récession en 2020, que Donald Trump n'arriverait pas à la repousser pour 2 raisons. Ça, c'est les marchés financiers. Je ne sais pas si vous voyez. Encore avant-hier, le Dow Jones a battu un nouveau record. La dernière fois qu'il y a eu une crise financière en 2008, le Dow Jones était monté à 14 000 points. 14 000. Hier, on était à 31 200. Voilà. Donc, les marchés financiers, là, en février 2021, sont à plus du double, plus du 2 fois pire que la dernière fois qu'ils s'étaient scratchés, tombant de 14 000 à 7 000 points. Par ailleurs, on pourrait se dire, après tout, c'est juste la finance, tant pis pour eux, ils ont spéculé, ils vont le payer. Mais le problème, c'est que l'économie réelle va très mal. Sur les 400 économistes interrogés, plus de 80% pensaient qu'on allait vers une récession plus grave que 2008, ce que dit aussi le FMI, la Banque mondiale. C'est parce qu'on a un niveau de déséquilibre terrible. Ça, c'est la dette totale, privée et publique aux États-Unis depuis 1950, la dette privée et publique. Donc, avant le virus, Donald Trump disait « Regardez, j'ai une croissance à 2,5%. 2,5%, c'est mieux que l'Europe. Mais pour avoir une croissance du PIB de 2,5%, la dette privée et publique, la dette totale, la dette des familles, des entreprises, des États, avait augmenté de 12% du PIB. Voilà. Il fallait 6 doses de dette supplémentaires pour avoir 1 dose de croissance. C'est un peu comme si votre voiture roule, mais qu'il faut mettre 1 litre d'huile tous les 300 mètres.
Vous allez dire, OK, elle roule, mais il y a un problème si elle mange 1 litre d'huile tous les 300 mètres. Donc, vous voyez, cette courbe est terrifiante et la courbe en Chine est la même. Je ne vais pas vous assommer trop de courbes, mais c'est quand même bien de se dire que déjà, avant le virus, on était dans un monde complètement en déséquilibre où il fallait toujours plus de dettes pour moins de croissance. Et cette courbe, quand même, peut donner l'optimisme parce qu'on voit aussi que jusqu'à l'arrivée de Ronald Reagan, c'est la courbe de la réserve fédérale, mais c'est quand même compliqué de ne pas voir qu'il y a eu 2 périodes très différentes. Avant 80, c'est l'arrivée de Ronald Reagan. On voit qu'il y a eu 35 années où il n'y a eu aucune crise financière, et où il n'y avait besoin ni de dette privée, ni de dette publique. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être un modèle équilibré où on a une prospérité qui est assez bien partagée, de la croissance à l'époque, et sans avoir besoin de cette fuite en avant. Et pourquoi est-ce qu'on a eu 35 ans où il n'y avait pas besoin où il n'y a eu aucune crise financière, c'est notre sujet du jour, et où il n'y a pas besoin de cette fuite en avant? C'est parce qu'on tenait bon sur ce que Roosevelt avait proposé avant même Bretton Woods, où on prend 3 semaines pour reconstruire le système financier après la crise de 29. Mais Roosevelt, la première chose qu'il fait avant Bretton Woods, c'est Philadelphie. C'est un texte magnifique où on voit là, c'est que des hommes plus la ministre du Travail. Il n'y a qu'une femme et elle a un rôle très important. Et avant de convoquer Bretton Woods, la première chose que fait Roosevelt, c'est priorité à la justice sociale. Il faut dans chaque pays et dans le commerce mondial des règles sur le salaire minimum, sur le temps de travail, sur la justice sociale. Tous ceux qui avaient connu la crise de 29 pensaient qu'il fallait reconstruire le système monétaire et financier, mais d'abord rappeler qu'il fallait des règles sociales. Et tant qu'on tenait bon sur Philadelphie, tant qu'on tenait bon sur ce texte, vous le voyez, Roosevelt et les autres, il n'y avait pas besoin de dette. Et puis, Ronald Reagan arrive, et on en vient tout de suite à la finance. Ronald Reagan et Margaret Thatcher arrivent, c'est le tournant néolibéral. On explique que toutes ces règles sociales, ces vieux jeux, c'est le début du goulag, c'est un système stalinien. On laisse le marché libre fonctionner. Et dans le contexte de chômage de masse, la négociation sur les salaires est complètement déséquilibrée. Dans tous les pays occidentaux, ce qui va au salaire diminue considérablement. Et on pousse les gens à s'endetter. On va donner par la dette privée. On va dire aux gens, tu n'as pas eu d'augmentation, mais tu peux acheter une voiture. Et ce qu'on ne donne pas par le salaire, on le donne par la dette privée. Et en même temps, on baisse les impôts sur les plus riches, qui fait de la dette publique. Et donc, on voit comment il faut toujours plus d'argent pour maintenir de la croissance. Et on voit comment des sommes considérables, j'arrête là sur le diagnostic, quand la part des salaires, c'est les chiffres de l'OCDE, quand la part des salaires, pour la courbe en rouge, c'est pour l'ensemble des 15 pays occidentaux, diminue de 10% du PIB en 30 ans, c'est au total 150% du PIB, 150% du PIB en 30 ans, qui aurait dû aller aux salariés, qui auraient dû aller aux caisses de sécurité sociale, aux caisses de santé, aux caisses de retraite, et qui sont partis vers les marchés financiers. Donc, on voit des marchés financiers qui sont devenus exubérants et qui, pour l'essentiel, ne fonctionnent plus pour l'économie réelle. Quand j'étais petit, les marchés financiers étaient au service de l'économie réelle. Une entreprise qui voulait grandir émettait des actions, elle avait des gens qui prenaient des risques pour la financer. Les marchés financiers étaient un peu de spéculation, mais pour l'essentiel, au service du développement de l'économie réelle. Aujourd'hui, toutes les études montrent que les marchés financiers sont plutôt un aspirateur à valeur ajoutée. Donc, je reviens dans 30 secondes à la taxe sur les transactions financières, mais il est fondamental de comprendre que même s'il n'y avait pas eu le virus, donc d'abord, on sauve les meubles avec le virus, avec le vaccin, mais de toute façon, il faut repenser le système économique. On est dans un monde de plus en plus instable et il n'y aura aucun retour à la prospérité si on n'est pas capable de retrouver l'esprit de Philadelphie, de remettre en place des régulations sociales. Ça n'a pas empêché le dynamisme. On a gardé la force du capitalisme, la force d'innovation des entreprises, mais avec des règles sociales dans chaque pays et dans le commerce mondial qui ont permis qu'une prospérité stable. Et donc, cette taxe, elle servirait à quoi très concrètement? Parce que imaginons qu'on puisse la mettre en œuvre à l'échelle européenne, par exemple. D'abord, elle servirait à quoi? À financer quoi? Et ensuite, deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas qu'instaurer une taxe en Europe ne plombe l'attractivité des places européennes face à leurs concurrents asiatiques, américains, même anglais depuis le Brexit? Alors, plein de questions. D'abord, comment ça marche? Deux questions. La taxe sur les transactions financières, c'est tout simple. Quand vous et moi, on fait nos courses, on paye de la TVA. L'autre jour, je montrais à Mme von der Leyen, la présidente de la Commission, j'ai dit quand j'ai acheté ce téléphone, j'ai payé une TVA à 20% de TVA, et j'ai montré une boîte de raviolis en disant même les plus pauvres qui doivent payer de la TVA pour manger. 5,5%, tout le monde doit contribuer au financement des écoles, des services publics, de la justice. Voilà. Tout le monde, dans tous nos pays, paye des impôts et en particulier la TVA. Par contre, sur les marchés financiers, aujourd'hui, c'est 0,0%. 0,0. Voilà. Donc, en 2011, la commission Barroso, suite à plein de gens qui avaient proposé cette idée, la commission Barroso avait proposé de créer une taxe sur les transactions financières. Donc, ce n'est pas une idée de gauchiste. Barroso, depuis, il est parti chez Goldman Sachs. Voilà la proposition de directive
Tout est prêt. Vous voyez, donc, ce n'est pas juste la gauche alternative avec le couteau entre les dents qui va tuer les banquiers. M. Barroso disait les banques ont reçu 4 000 milliards d'aides pour la crise de 2008. Les banques ne payent pas de TVA, c'est marqué noir sur blanc, ont une énorme exonération. Donc, M. Barroso proposait de créer une petite taxe, 0,1%, 0,1 sur les actions et 0,01 sur les obligations. Donc, c'est tout petit, mais à chaque fois que quelqu'un achète une action, il paye 0,1 et à la fin de l'année, on aurait 80 milliards. M. Barroso disait, ça nous ferait 80 milliards d'euros. Avec le Brexit, on n'a perdu 30% de l'assiette, mais les marchés financiers vont très bien. Voilà l'évolution réelle de l'évolution des volumes. Je vous ai montré tout à l'heure les niveaux atteints par les marchés financiers, mais en 2020, l'économie réelle, elle est très mal. Les hôpitaux sont à 2 doigts du chaos. Mais d'après les chiffres de l'autorité des marchés financiers, les volumes échangés en 2020 sont 45% plus importants que quand Barroso a fait ses calculs. Donc, c'est pour ça que le Parlement européen, je suis rapporteur général du budget, vous l'avez dit, je m'exprime au nom de 68% des députés. Il n'y a que le Front National qui a voté contre, il vote contre tout. Mais 68% des députés, droite et gauche confondus, disent oui, on peut demander un petit effort à ceux qui ne payent jamais, 0,1% sur les actions, 0,01 sur les obligations. Et ça rapporterait 57 milliards chaque année, 57 milliards. Ça permettrait 2 choses fondamentales. Rembourser le plan de relance. Vous savez qu'il y a un plan de relance. La France va recevoir 40 milliards. Là, quand M. Castex ou M. Macron disent qu'il y a un plan de relance français, ils disent que 40 milliards sur les 100 milliards viennent de l'Europe, et c'est très bien. Mais la France va rembourser 67 milliards. Comme la France est un des pays les plus riches, elle a accepté de payer plus que sa part. Donc, la question est de savoir les 67 milliards que la France va rembourser. Est-ce qu'on va augmenter les impôts? Vous et moi, Michel, on va devoir payer plus d'impôts. Est-ce qu'on va couper dans le budget des retraites? Bruno Le Maire nous dit qu'il faudra faire une réforme des retraites. Ou est-ce que c'est la taxe sur la spéculation qui permettra de rembourser le plan de relance et la France n'aura pas à rembourser les 67 milliards? Moi, mon but, avec tous mes collègues députés européens, c'est de dire la France va gagner 40 milliards, mais n'aura rien à rembourser. Et les 67 milliards resteront en France pour les hôpitaux, pour les retraites. Voilà. Ce serait quand même plutôt bien que les 67 milliards n'aient pas à être remboursés par la France. Donc, premier objectif du Parlement, quand il dit qu'il faut taxer la spéculation, c'est rembourser le plan de relance. Et deuxièmement, financer le climat. Derrière moi, il y a une maison d'une forêt qui brûle. Le dérèglement climatique, beaucoup de gens pensent qu'avec la crise économique, on peut oublier un peu le climat. Mais hélas, l'an dernier, à cause des feux de forêt, 440 morts en Australie, 440 morts dans les feux de forêt en Australie. Le CO2 l'an dernier, le CO2 lié directement à l'activité économique a un peu baissé, mais les feux de forêt ont pris une telle ampleur que ça fait plus que compenser. Voilà. Donc, il est urgent d'agir. Encore aujourd'hui, au Conseil des ministres, la France présente son projet sur le climat et tout le monde, le comité économique et social, les climatologues disent c'est pas du tout à la hauteur. Ce matin, Barbara Pompili disait sur France Inter, on ne peut pas rendre obligatoire l'isolation des maisons parce qu'on ne sait pas comment la payer. Donc, ce qu'on dit, c'est justement, on peut rendre obligatoire, dire que dans 20 ans, toutes les maisons doivent être isolées et que tout le monde recevra une aide. Si vous devez isoler là où vous habitez avec votre famille, moi, mon but, c'est que tout le monde reçoive une aide et que au moins la moitié si vous devez isoler votre maison, isoler vos bureaux, au moins la moitié de la facture soit payée avec une aide qui vient de Bruxelles et pour les ménages les plus modestes, que 90% ou 95% des travaux d'isolation soient payés. Donc oui, c'est possible. Si Barroso l'a proposé, c'est possible. Et peut-être grâce à notre travail du Parlement, peut-être grâce à ma grève de la faim, la Commission européenne au mois de décembre a dit on n'a pas besoin de l'unanimité. On peut avancer même seulement avec 10, 12, 15 pays, ce qu'on appelle une coopération renforcée. Parce que beaucoup de gens pensent que l'Europe, c'est indémerdable, qu'on n'y arrivera jamais parce qu'il faut l'unanimité. On nous a dit ça 20 fois. C'est faux. Il y a des domaines où l'unanimité s'impose, mais il y a plein de sujets sur lesquels on peut avancer sans l'unanimité. Par exemple, Schengen, le fait qu'on va d'un pays à l'autre sans avoir des frontières. Au début, on a commencé avec 5 pays dans Schengen, puis 8, et maintenant on est 26. Sur la monnaie unique, on n'a pas attendu l'unanimité. Donc oui, il est possible de mettre en place une petite taxe sur la spéculation, même s'il n'y a que 10 ou 12 pays qui le veulent. Et dernière réponse à votre question, est-ce que ça va faire fuir les capitaux? Non. En France, déjà, il y a une toute petite taxe sur les transactions financières qui ne concerne que les actions et pas les obligations ou les produits dérivés. Donc, ça ne concerne que 1% des volumes. Mais par contre, elle est plus importante que ce que propose le Parlement. Le Parlement veut une taxe à 0,1 sur tous les volumes. En France, elle est seulement sur les actions des grands groupes, mais elle est à 0,3%. Et Bruno Le Maire disait l'autre jour qu'elle avait rapporté beaucoup en 2020. Donc, la taxe existe en France. L'assiette, la surface est beaucoup trop petite, mais elle est 3 fois plus importante que ce que propose, voilà, et ça n'a pas fait fuir les capitaux. Donc, encore une fois, et de l'autre côté des États-Unis, l'équipe de Biden réfléchit aussi à taxer la spéculation pour trouver des moyens.
Alors, vos arguments semblent imparables. Vous avez la grande majorité des députés européens qui vous suivent. Barroso, Bruno Le Maire, pourquoi c'est pas déjà… Non, Bruno Le Maire n'est pas d'accord, justement. Hélas, Bruno Le Maire… Bruno Le Maire dit qu'il y a déjà… Il apporte la preuve, en fait. Je trouve assez paradoxal pour être gentil. On a eu des débats en petit comité avec Bruno Le Maire et il y a des ministres du gouvernement français qui demandent à Bruno Le Maire d'évoluer. Mais aujourd'hui, c'est Bruno Le Maire et c'est la France qui bloque. Je suis triste de le dire, mais j'ai publié il y a quelque temps la lettre du ministre autrichien des Finances, Gernot Blümel, qui dit « L'Autriche veut relancer la négociation sur la taxe sur les transactions financières. Le projet, la vision française fait que 99% des volumes ne sont pas taxés. 99% des volumes ne sont pas taxés. » Et le ministre autrichien conclut en disant « Si c'est la vision française qui l'emporte, l'Autriche se retire de la salle des négociations. » Voilà. Donc, hélas, tout le monde sait que, soyons clairs, ça n'est pas la baguette magique, mais on pourrait avoir 57 milliards chaque année. 57 milliards, ça fait quand même pas mal de maisons isolées, pas mal de création d'emplois. Ça permettrait de rembourser le plan de relance. Et aujourd'hui, dans les pays qui comptent, l'Allemagne est très favorable. Angela Merkel, en 2014, était allée à Londres parce que les Anglais bloquaient tout et Merkel avait dit « Shut up, il y en a marre de votre veto ». Les Anglais avaient maintenu leur veto. C'est pour ça qu'on est parti sur l'idée d'un groupe avancé, d'une coopération renforcée. Et aujourd'hui, hélas, c'est la France qui dit « OK, mais juste pour la toute petite ETF qui ne rapporterait que 3 ou 4 milliards chaque année au lieu de 57 milliards. » Quels sont les arguments avancés par Bruno Le Maire pour refuser Il faut lui demander. Oui, non, mais j'imagine que vous les avez déjà entendus, comme il n'est pas… Non, hélas. Non, c'est un vrai problème. C'est que malgré la démission de Nicolas Hulot, le lobby, parlons franchement, Nicolas Hulot, quand il démissionne, il dit que Emmanuel Macron était gentil avec lui, mais qu'il y a un lobby du pétrole qui veut continuer à vendre du pétrole et un lobby financier qui ne veut pas taxer la spéculation. Et quand j'ai fait ma grève de la faim, Nicolas Hulot, dès le 2e jour, était là par Facebook pour me soutenir, pour nous soutenir. Et Nicolas Hulot fait partie des gens… On a des gens très différents. On a en même temps le conseiller climat du pape François et des francs-maçons. On a un des plus grands banquiers belges est venu, Bruno Coleman est venu pour nous soutenir. En Belgique, on a les 5 familles politiques les plus importantes, en gros, sauf l'extrême droite, qui sont d'accord, alors que la Belgique avait bloqué la négociation il y a 5 ans. Et maintenant, le gouvernement belge dit oui, on peut avancer sur la taxe sur la spéculation. Et hélas, vraiment, certains vous disent que c'était pas mieux sous François Hollande, d'ailleurs. François Hollande comme Emmanuel Macron, Bruno Le Maire comme Michel Sapin se font les porte-parole du lobby financier. C'est vraiment, j'en suis triste. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de votre combat au regard de… On en a parlé au début de cette émission, au regard de l'automatisation, de la numérisation, de la décentralisation de la finance, l'apparition de nouveaux assets, les crypto-monnaies. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de votre combat au regard de cette désintermédiation massive et du rôle de l'État qui diminue de plus en plus et des intermédiaires traditionnels? Ce que disait Cyril, je n'ai pas eu le temps de tout écouter. Puis là, j'étais dans une autre réunion, mais un ami écoutait, m'envoyait des messages. Mais de mémoire, en gros, quand même, les crypto-monnaies, c'est super intéressant. Il y a quand même un côté spéculation un peu flippant. Et je crois que c'est 0,2% des volumes. Voilà. Donc, n'exagérons pas. Évidemment, c'est très intéressant. Voilà. Mais en gros, quand même, aujourd'hui encore, sur les marchés financiers, à Paris, à Francfort, à Milan, il y a encore des centaines de milliards qui sont échangés. Donc, encore une fois, ce n'est pas la baguette magique, mais je ne vous dis pas que ça réglerait tous les problèmes. Mais d'après la Commission européenne, et l'autre jour, j'ai montré à la ministre allemande les 1500 pages de l'étude d'impact. Je lui ai dit, mais enfin, Bettina, qu'est-ce qu'on attend? Ça y est, il y a eu 1000, tout le monde a étudié, plein d'experts très différents ont bien montré que non, il n'y aurait pas de fuite, parce qu'il y a un double système de protection qui fait que si les banques travaillent, puis il y a 12, 13, 14 pays qui veulent avancer, les banques qui sont situées dans ces 12, 13, 14 pays devront payer la taxe et que ça n'est pas compliqué, ça ne va pas les tuer et ça ne va pas faire une évasion fiscale. Voilà, il y a des moyens. Donc, la seule chose qui bloque aujourd'hui… Donc, les crypto-monnaies ne seront pas taxées peut-être au début, mais ça n'empêche pas qu'on pourrait quand même avoir 57 milliards. Et par ailleurs, le Parlement européen propose d'autres solutions pour compléter, pour avoir plus d'argent sans taxer les citoyens, une taxe carbone aux frontières, une petite taxe sur le digital, où je pense, comme le disent Piketty et Zucman, qu'on pourrait aussi taxer les milliardaires. Je ne vous parle pas des gens qui ont 1 million ou 1 500 000 de côté, ceux qui ont bien gagné leur vie. En France, on parle toujours de celui qui a une maison à l'île de Ré dont la valeur a pris. Voilà. Mais Piketty et Zucman montrent que le nombre de milliardaires, le nombre des gens qui ont 1 milliard d'euros, a triplé en 10 ans. Voilà. Et donc, Gabriel Zucman et Thomas Piketty, qu'on peut peut-être leur demander une petite contribution. Voilà. Et là aussi, ce débat revient aux États-Unis. L'intérêt, c'est que des deux côtés de l'Atlantique, on cherche des moyens pour avoir une action politique plus importante,
pour les chercheurs, pour les hôpitaux, pour agir pour le climat, pour agir pour l'emploi, pour les petites entreprises, sans taxer les citoyens. Les gilets jaunes, on les a vus en France, mais les images ont fait le tour du monde. Donc, ce n'est pas à monsieur et madame tout le monde, ce n'est pas des gens qui gagnent 800 € par mois qui doivent payer le plan de relance. Quand Bruno Le Maire dit qu'il faudrait faire un plan de relance, un plan sur les retraites, pardon. Quand Bruno Le Maire dit que pour rembourser le plan de relance, il faudra faire une réforme des retraites, y compris au sein du gouvernement, il y en a qui disent, Bruno, peut-être que ce n'est pas la priorité de la réforme des retraites. Je rappelle qu'en France, un retraité gagne 1 400 € par mois, 1 400 par mois en moyenne. Un trader chez BNP est à 24 000 par mois sans compter les bonus. BNP dit, venez chez nous, c'est 24 000 par mois. Donc, peut-être qu'on peut demander un effort un peu plus important à ceux et celles qui gagnent 24 000 par mois plutôt qu'à ceux qui sont 1 400. Je suis d'un parti qui s'appelle Nouvelle Donne, c'est en référence au New Deal de Roosevelt. Tout le monde dit que cette crise est la plus grave depuis 1929. Quand Roosevelt arrive, des millions d'Américains étaient dans la mouise, des millions d'Américains n'avaient plus le moral. Et Roosevelt fait la preuve avec son New Deal, avec sa Nouvelle Donne, qu'on peut créer des millions d'emplois. Il n'a pas tué les banquiers, il n'a pas tué les traders, mais il a fait la séparation des banques pour calmer la spéculation. Il a fait un impôt fédéral sur les bénéfices. Roosevelt s'est donné les moyens de tripler le budget fédéral. Il n'a pas changé 1%. Roosevelt va tripler le budget fédéral pour créer des millions d'emplois. Et au moment où l'Europe va vers la barbarie, Roosevelt a sauvé la cohésion sociale et sauvé la démocratie et s'est donné les moyens d'arriver à un budget à l'équilibre. S'il n'y avait pas eu Pearl Harbor et l'entrée en guerre, les réformes fiscales mises en place par Roosevelt permettaient d'avoir un budget à l'équilibre tout en l'ayant triplé. Donc en Europe aujourd'hui, est-ce qu'on comprend qu'on est à 2 doigts du chaos, que même si on arrive grâce à nos chercheurs, grâce aux vaccins, grâce aux hôpitaux qui tiennent bon, même si on arrive à éteindre l'incendie du virus, je l'ai dit tout à l'heure, on était dans un monde déjà complètement déséquilibré. Après 2008, tout le monde avait dit on va tout changer, on va réguler la finance. Et aujourd'hui, comme le dit Stiglitz, on n'a rien changé, on a déplacé les fauteuils sur le pont du Titanic. Voilà. Donc, est-ce que la crise est assez grave pour qu'on prenne, on remercie les chercheurs, on remercie les médecins et les infirmières qui tiennent bon, on garde nos gestes barrières, voilà. Mais est-ce qu'on peut avoir un débat et aller au fond? Donc, réguler la finance, faire la séparation des banques, c'est une nécessité. François Hollande avait dit qu'il allait faire la séparation des banques. Il ne l'a pas fait, il faut la faire. Et taxer un peu la spéculation. Je répète, parmi les gens qui m'ont soutenu pendant la grève de la faim, il y a Bruno Coleman, qui est un des plus grands banquiers belges, patron d'une banque privée, et qui dit qu'il n'engage pas sa banque, mais que comme académique, il est aussi à l'Académie royale, il pense que oui, c'est nécessaire, c'est possible. Voilà. Une question de Guy-Philippe Goldstein. Oui, bonjour monsieur l'eurodéputé. Merci d'avoir rappelé le fond historique, d'avoir bien montré la différence entre avant la période Reagan et ce que nous connaissons effectivement depuis la période Reagan et la nécessité de réglementation. Une question sur cette question de la taxation, et je rebondis en fait sur l'échange qui a eu lieu précédemment avec madame la ministre Olivia Grégoire sur la création de tout ce qui est reporting extra-financier. Est-ce qu'il y aurait la possibilité, dans le cadre de cette taxation, d'orienter la taxation, peut-être d'une façon simple, entre des entreprises, entre guillemets, qui se comportent bien, qui, lorsque les instruments de déclaration extra-financière seront mis en place, pourraient avoir une bonne notation, et peut-être de réduire leur taxation versus d'autres, de façon à faire peut-être de cette taxation non seulement un outil de redistribution que vous avez évoqué, mais aussi un outil de réorientation de la finance en donnant une incitation supplémentaire. Juste une idée. Oui, alors vous avez raison, ça méritait un débat plus long et plus complet. Par ailleurs, donc je suis rapporteur général du budget, mais je suis aussi shadow rapporteur sur le financement du Green Deal, donc sur l'action du climat. Et le Parlement pense qu'on a déjà avancé sur des indicateurs, ce qu'on appelle la taxonomie, dans tout ce que font les banques ou les sociétés d'assurance. Qu'est-ce qui est bon pour la planète et qu'est-ce qui continue à être catastrophique? On a plein de banques et d'assurances qui font des choses bien, mais parfois, ils ont une filiale qui continue à financer des forages offshore, voilà. Et donc, le Parlement voudrait qu'on dise vraiment qu'est-ce qui est bon, quel est le bilan carbone. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'en quelques années, il faudrait des mesures plus fortes. Ça peut être un bonus-malus, comme vous le suggérez, Guy-Philippe, mais ça peut être des mesures plus fortes en disant il y a des choses qu'on doit interdire dans quelques années. Barack Obama, vous savez, vous suivez ces questions, il a fait la loi FATCA, pour lutter contre l'évasion fiscale. Il ne s'est pas contenté d'un petit indicateur, ça c'est gentil, comme quand on lit Télérama, il y a le gars qui sourit ou le gars qui fait le cinéma. Voilà. Donc Barack Obama a dit « je veux stopper l'évasion fiscale » et plus aucune banque ne pourra travailler sur les territoires américains si elle n'est pas totalement transparente pour le fisc. Les banquiers ont grogné pendant 1 an, mais Barack Obama a tenu bon et les parlementaires ont. Et maintenant, il y a la loi FATCA qui fait qu'aucune banque ne peut avoir d'activité aux États-Unis si elle n'est pas transparente pour le fisc complètement, et des milliards d'euros sont rentrés dans les caisses du fisc américain. Donc, est-ce qu'on est capable en Europe aussi d'encourager les banques et les assurances qui ont des bons comportements et par contre de sanctionner, quitte à dire
aucune banque ne pourra avoir une activité sur le territoire européen dans 7 ans si elle continue à financer des forages offshore, si elle continue à financer des industries polluantes. Donc, on a déjà des outils de mesure avec cette taxonomie. Est-ce qu'on en fait un indicateur plus fort, bonus, malus, et puis carrément, on interdit l'esclavage. On n'a pas mis un bonus à un monsieur qui grogne si on continue l'esclavage. On a arrêté l'esclavage, on l'a interdit. Voilà. Donc, je pense que si on a compris la gravité du problème climatique, et l'autre jour, parmi les gens qui m'ont soutenu pendant ma grève de la faim, il y avait Hervé Le Treut, qui est le chef de tous les climatologues français. Il était d'un pessimisme noir. Et 2 semaines après, une fois que j'avais fini ma grève, je suis allé prendre un verre chez Jean Jouzel, qui est un très grand climatologue. Et je lui ai dit, mais attends, je n'ai jamais vu Hervé Le Treut aussi pessimiste. Et Jean Jouzel m'a dit, mais tu sais, Pierre, les chiffres qu'on a eus en 2020 sur le climat, sur le CO2, sur la fonte des glaces, on pensait les avoir en 2030 ou 2035. Voilà. Donc, ce n'est pas devant une caméra, si on est juste 3 avec Brigitte, l'épouse de la femme de voilà. Tous les climatologues vous disent que c'est bien pire que ce qu'on pensait. L'évolution du CO2, je le répète, beaucoup de gens pensent de bonne foi qu'avec la crise économique, il y a une baisse des émissions de CO2. C'est vrai pour le CO2 qui vient de nos voitures et de nos usines, mais les feux de forêt ont pris une telle ampleur en Australie, en Sibérie ou en Californie, où la déforestation, pour nourrir nos cochons et nos poulets, on fout en l'air la forêt amazonienne pour faire du soja. Donc, les feux de forêt ont fait plus que compenser. Et 2020, au total 2020, le CO2 dans l'atmosphère a augmenté de 2,4 unités, alors que dans les années 60, quand on a commencé à le mesurer, c'était plus 0,8 par an. Je ne veux pas être trop technique, mais donc il y a vraiment une urgence à changer de modèle. Et ce qui m'énerve, c'est pour ça que j'ai fait la grève de la faim, c'est que quand on parle avec des banquiers, quand je vais à la Banque centrale à Francfort, quand je vois des conseillers d'Angela Merkel, ça se fait par Internet ou par téléphone, parce que voilà, mais je me rends compte comment les esprits évoluent. Je le répète, on a des gens de droite et de gauche. En France, Xavier Bertrand, le patron des Hauts-de-France, a voulu montrer qu'il me soutenait. On a en même temps les gens d'Altac, les gens d'Extinction Rébellion qui viennent chanter devant le Parlement pour me soutenir, et les gens d'Attac, voilà. Donc maintenant, il y en a marre. J'ai des amis banquiers, donc il ne s'agit pas de condamner les personnes, mais le lobby bancaire, c'est scandaleux, où Jean Jouzel me racontait comment, là, sur la loi sur la conférence citoyenne, Emmanuel Macron avait dit qu'il allait reprendre les propositions de la conférence citoyenne sans les filtrer. Et en fait, c'est pas juste les citoyens concernés, tout le monde dit que ça a été complètement 90% de l'ambition est tombé à l'eau. Et tout le monde vous dit, des gens très différents me disent qu'ils ont assisté aux auditions, et c'est vraiment le lobby bancaire, le lobby du pétrole qui dit encore quelques années, laissez-nous continuer comme ça. C'est suicidaire. C'est suicidaire. Or, bonne nouvelle, on peut taxer, je répète, on peut taxer la spéculation sans tuer les banquiers. Vous et moi, on paye de la TVA. Même les gens qui vivent dans la rue, même les SDF, payent de la TVA quand ils vont acheter une boîte de raviolis. Donc, on ne va pas tuer les banquiers. Mais si on a 50 milliards de plus chaque année, on va commencer à isoler les maisons, on va commencer à faire des transports en commun, on va créer des emplois. Rien qu'en France, on peut créer 900 000 emplois. L'argument « touchez pas parce qu'à cause de la crise, il faut protéger l'emploi », eh bien, l'ADEME, les chiffres disent que si on a ce paquet de financement qui arrive en France, si on se dit aux gens du bâtiment qu'ils auront des financements pendant 20 ans et que donc, oui, on peut rendre obligatoire, dire que dans 20 ans, toutes les maisons sont isolées, toutes les écoles, tous les théâtres, eh bien, on va embaucher du monde partout, dans les grandes villes et dans les petits villages. Et rien qu'en France, on peut créer 900 000 emplois. Donc, il y en a marre juste pour protéger. Encore une fois, j'ai des copains qui sont traders, mais eux-mêmes, ils arriveront, ils sont à 24 000 par mois, ils arriveront à vivre avec 15 000. On va les aider au début, mais ils y arriveront, promis. Et par contre, ceux et celles qui sont au chômage et qui vont retrouver un vrai boulot, ce sera plus facile. Et nos gosses vont nous jeter des cailloux dans 10 ans si on n'a rien fait sur le climat. Merci, monsieur le député. Merci à nos invités. Merci aux membres du club pour votre participation. Merci aussi. Taxons la spéculation. Excusez-moi, Michel, mais il y a un site pour ceux qui veulent en savoir plus et qui veulent interpeller nos dirigeants. Veuillez m'excuser. Taxonslaspéculation.eu. Taxonlaspéculation.eu. Très bien. Merci pour cet engagement. Merci à vous qui nous suivez en ligne. Le cycle continue. On se retrouve chaque mois ici pour parler des futurs. Nous vous donnons rendez-vous le 18 mars pour débattre sur les futurs du travail. Vous pouvez retrouver les podcasts BOMA, les futurs 2 sur les différentes plateformes Apple et Spotify et rejoindre nos formations à la prospective et au management de l'incertitude sur boma-france.com. D'ici là, soyez prudents et à bientôt.